Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du Canon FTB-QL. Donc ce magnifique Canon FTB-QL, pourquoi on en parle? Tout simplement parce que c'est quand même un modèle iconique de l'argentique. Vous avez sûrement déjà dû en entendre parler plusieurs fois dans plein de vidéos ou même des gars tout simplement qui prennent des photos argentiques. Avant de commencer du FTB-QL, il faut quand même revenir en arrière et tout simplement quand a été créé Canon. Il faut savoir que la société Canon, donc, elle a été fondée en 1933 sous le nom de Saiki Gogaku Kenki Yujo, qui veut littéralement dire laboratoire d'instruments de précision optique. Cette société a été fondée par Yoshida Goro, son beau-frère Yoshida Saburo et Takashi Mitarai, un ami proche d'Ushida. Le but originel était de fabriquer un appareil photo de qualité. Et en 1933, la même époque, Yoshida Goro crée le premier prototype d'appareil 35 mm jamais créé au Japon. Pour ça, il va s'inspirer des modèles Leica fabriqués en Europe. Et en juin 1934, ils réalisent leur premier appareil, le Quanon. Et oui, il faut savoir que de base, la marque Canon s'appelait Quanon. Ce n'est qu'officiellement le 26 juin 1935 que la marque devient Canon. Maintenant, cette petite revue scientifique de la marque Canon, on peut donc passer au FTB-QL. FTB-QL qui est un modèle qui a été créé en 1971 en même temps que le fameux modèle F1. Je vais vous expliquer pourquoi ils ont fait ce choix-là de sortir deux modèles en même temps. Il faut savoir que ce modèle-là fait partie de la gamme F de chez Canon. Cette gamme F de chez Canon est arrivée sur le marché en 1964. Voilà l'arrivée des montures FL et FD qui permettaient d'avoir la mesure de lumière en TTL. Mais je vous en reparlerai plus précisément après. Son histoire est quand même assez intéressante parce il remonte à l'ère de la photographie moderne chez Canon. Ça reflète énormément la continuité de qualité que Canon avait déjà commencé à avoir et de l'innovation qui faisait quand même grande partie de cette entreprise-là dans le domaine de la photographie. Au fil des années, en fait, ce petit Canon FTB-QL, c'est quand même devenu un appareil apprécié de nombreux photographes pour sa robustesse, sa fiabilité, sa facilité d'utilisation. Du coup, il a été largement utilisé dans de nombreux domaines photographiques, que ce soit la photographie journalistique, que ce soit la photographie de portrait, la photographie artistique. Il était dans plein de domaines divers. Même aujourd'hui, donc des décennies après, ça reste un appareil prisé des collectionneurs. Et c'est là que ça vient témoigner de son importance historique, son témoignage. Chose à vérifier quand même parce que j'ai eu énormément de mal à trouver des prix ou à trouver le nombre d'exemplaires qui avaient pu être vendus pour cet appareil-là. J'ai trouvé sur l'atelier de jp.org une revue où c'était marqué qu'en fait à l'époque il était vendu 11 995 francs belges, ce qui correspondrait environ à l'heure actuelle à 297 euros. Sachant que les revenus de l'époque, c'était pas du tout les mêmes qu'on a nous à l'heure actuelle. Et pour donner une ordre d'idée, en France, en 1971, le salaire moyen était de 929,20 francs bruts par mois, qui correspondait à environ 95,89 euros par mois, en brut. Ces informations, je les trouvais sur le site de l'INSEE et sur le site de l'Institut des politiques publiques. Je vous mettrai tout ça en description, de toute façon, si vous voulez aller faire un tour. Ce qui est quand même fou, c'est qu'il fallait débourser plus de 2 mois de salaire pour pouvoir se payer cet appareil-là, sachant que c'était quand même le milieu de gamme de chez Canon, puisque justement, comme je vous ai dit au début, ils l'ont sorti en même temps que le F1. Donc le F1 est aussi sorti en 1961. Attention, on parle bien du F1 Old et pas du F1 New, qui est le modèle supérieur au F1 Old. Parce qu'à l'époque, le F1 était plus destiné aux professionnels et le FTB-QL à un domaine amateur. Tout simplement parce qu'en plus, le F1 proposait beaucoup plus d'accessoires à la vente. Donc c'était pas pareil, c'était pas la même utilisation. Donc c'est pour ça qu'ils ont sorti un modèle qui était censé être économiquement plus abordable pour le grand public. À l'heure actuelle, après le retour quand même de la hype de l'argentique, de plus en plus de gens refont de l'argentique, malgré le fait que ça coûte quand même assez cher, enfin en tout cas c'est un budget à prendre en compte. Vous pouvez trouver un FTB-QL à l'heure actuelle facilement à des bas prix. Il a eu une petite décote par rapport à l'époque où il a été fabriqué, mais c'est pas une très grosse décote non plus. On peut en trouver un fonctionnel de bon état entre 100 150 euros et même en dessous, ça dépend des fois, enfin ça dépend d'où vous allez chercher. Vous pouvez aller sur eBay, sur le Bon Coin, dans les brocantes. Je vous conseille de faire énormément de brocantes parce que c'est là que vous trouverez le plus de choses de toute façon, en général, à des prix un peu plus bas que ce que vous pouvez retrouver sur eBay.
À titre d'exemple, celui-là, je l'ai eu pour 50 € il y a 2 ans maintenant, il me semble. Il a juste un petit POC au-dessus, au niveau du pentaprisme, et un petit POC derrière, vraiment pas visible. Et pour le coup, 50 € c'est quand même très bas par rapport à ce que vous pouvez trouver sur le marché. Donc je suis quand même assez satisfait de l'avoir trouvé à ce moment-là, quoi. Maintenant, parlons caractéristiques. Que signifie le QL sur le FTB QL et sur tous les autres appareils qui ont le diminutif QL? QL, c'est tout simplement Quick Load. Ils avaient fait en sorte de pouvoir faire un rechargement rapide de vos péloches. Et donc en fait, vous avez un mécanisme qui venait pincer la pellicule à l'endroit où elle se bobinait. Et donc c'était beaucoup plus rapide. Donc si vous trouvez d'autres modèles avec le QL, c'est un bon modèle parce qu'en plus ça fonctionne très très bien, c'est très efficace et moi j'en suis assez content. Et ça permettait justement à l'époque aux professionnels ou même aux amateurs de pas se prendre la tête avec le rechargement. Bon, même si ça mettait pas non plus 10 minutes à recharger, mais en tout cas le quick load, c'était beaucoup plus rapide. Vous avez juste à poser votre pellicule, la tirer, refermer et ça se faisait automatiquement, donc c'était assez pratique. Donc ça c'était un point fort aussi de cet appareil à l'époque. On a aussi un obturateur à rideau métallique. Cet obturateur à rideau métallique, très important parce qu'il permettait donc d'aller de 1 seconde d'ouverture jusqu'à 1 millième de seconde et il avait la possibilité d'avoir une pause B pour les pauses longues. Et donc du coup, cette plage, ça permettait de capturer efficacement une variété de sujets dans différents complexes d'éclairage. Au niveau de son viseur, donc son pentaprisme, il est plus lumineux, il est plus clair et du coup, ça facilitait la composition de son image. Tout simplement parce qu'on y voyait quand même vachement mieux à l'intérieur. Dans le pentaprisme, vous retrouverez votre aiguille de sensibilité à la lumière et votre petit cercle d'ouverture du diaphragme qu'il fallait caler ensemble à la même hauteur pour pouvoir être bien exposé. Mais du coup, cette cellule-là, elle était alimentée par une petite pile 1,3 volts. Et c'est là qu'on en revient au TTL, le Through the Lens. Ce TTL, c'est pratique parce que c'est un système de mesure de lumière qui permettait d'avoir l'exposition de la lumière directement à travers l'objectif. Donc ça garantissait une exposition précise, même dans des conditions d'éclairage difficiles. Et du coup, ça permettait aux photographes d'être cohérents dans leurs photos et forcément d'être bien exposés. Du coup, ce TTL était alimenté par une pile 1,3 volts, une pile 1,3 volts qui ne se fabrique plus à l'heure actuelle si je ne dis pas de bêtises. Et maintenant, on peut mettre une 1,5 volts. À la différence, c'est que si vous mettez une 1,5 volts, vous aurez votre aiguille en surexposition un petit peu plus souvent. Enfin, tout le temps, vous aurez votre aiguille qui sera beaucoup plus haut que ce que normalement elle devrait être. Et du coup, alors soit vous faites appel à un spécialiste et il vous change tout le système électrique pour vous faire accepter une pile 1,5 volts, soit vous mettez une pile 1,5 volts, mais quand vous faites vos prises de vue, pensez que vous êtes souvent surexposé que l'inverse. Voilà, c'est à y penser. J'ai jamais eu de problème avec ça. En soi, j'ai jamais changé le mécanisme électrique et toutes les photos ont toujours bien été exposées. Si normalement vous faites tout proprement, il n'y a pas de souci. Et pour répondre à une pluralité de photos et d'avoir un peu plus d'amplitude sur les photos, il y avait une monture FD. Cette monture FD, quand même intéressante et aussi rétro-compatible avec les montures FL, c'est tout simplement qu'elle permettait d'avoir la pleine ouverture avant de prendre la photo. Donc c'était quand même assez pratique, on y voyait un peu mieux. Maintenant, après avoir parlé de ses caractéristiques, on va parler de son esthétique. C'est un boîtier qui tombe quand même bien dans les mains, mis à part un peu devant. Le bouton du retardateur, je trouve qu'il tombe un peu mal, mais en soi, c'est pas si grave. Il a une taille normale des boîtiers de cette époque-là, donc c'est plutôt cool. On retrouve à l'avant une prise flash de synchronisation, un levier retardataire qui était assez pratique pour pouvoir faire vos photos. Alors, il me semble que le retardataire était de 10 secondes, enfin après vous pouvez mettre le temps que vous vouliez. Après, au-dessus, on retrouve donc le levier d'ouverture de la chambre et de rembobinage, le bouton on-off et test de la cellule. Après ici, la roulette de la vitesse d'obturation et du nombre d'ASA que vous mettez à l'intérieur de votre appareil. Un levier d'armement assez cool. J'aime bien, le bruit est assez cool à entendre, franchement, moi j'adore. Là, je peux pas vous le faire parce qu'il y a une bobine déjà à l'intérieur, malheureusement. Sinon, je vous aurais bien fait écouter, ça fait bien aux oreilles. Donc forcément, le bouton de déclenchement et hop, le levier de verrouillage du déclenchement. Assez basique quand même sur ces appareils-là à l'époque. Sur le côté, comme on l'a dit, le rangement de la pile bouton. En dessous,
dessous un pas Kodak et le bouton de désarmement de la pellicule pour pouvoir la rembobiner. En soi, c'est un boîtier qui fonctionne. Il y a tout, c'est minimaliste et ça fonctionne bien. Donc c'est parfait. Concernant la qualité des photos qu'il fait, moi je trouve qu'il fait des super belles photos. Pour le moment, j'ai que essayé du Kodak Gold 200, assez basique. J'ai essayé une autre ploche que j'ai pas développée encore qui est une Lucky Super 100 New en 12 expositions. Il faut que j'aille le développer chez un professionnel. Donc on verra tout ça. Si jamais une petite vidéo sur l'AE1 vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir de faire une petite vidéo sur le AE1. Et aussi, j'en profite, si jamais vous avez des appareils argentiques, que vous voulez vous débarrasser et vous vous servez plus, n'hésitez pas, contactez-moi, je vous mettrai tout ça dans la description. Et ça me ferait extrêmement plaisir de récupérer votre matériel. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce Canon FTB-QL. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vraiment, j'ai pas dit trop de conneries. D'ailleurs, si j'en ai dit un peu, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça, ça sera rectifié et tout le monde pourra avoir les bonnes informations. C'est vrai que c'est assez compliqué sur internet de trouver vraiment les origines de vente, les prix, les revues, enfin, faut faire énormément de recherches. Je pense que j'ai dû passer franchement une très grosse matinée pour essayer de trouver des trucs et c'est assez compliqué. Surtout sur ces modèles-là qui en soi certes étaient connus, mais est-ce que vraiment il y a des revues qui ont été gardées ou quoi ça... Enfin bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Bah, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis on se dit à je sais pas quand pour une nouvelle vidéo.